De retour sur Radio Liberté, à la radio de la Fédération anarchiste 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Thomas Fouet au micro, comme notre ami Francis nous l'annonçait tout à l'heure, en compagnie donc de l'équipe des Fiches du cinéma et avec la complicité de Francis, qui sera à nos côtés ce soir pour évoquer, non pas pour l'évacuer évidemment, l'actualité sortie en salle, ce serait un petit peu violent. Nous sommes donc le 18 février 2017. Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon sont candidats à la présidentielle. Nous sommes donc probablement à 2 mois du premier tour de la fin du monde. Par bonheur, nous sommes entre amis et il y a des films à voir. Francis, comme je l'annonçais précédemment, je m'empresse donc de présenter ceux qui ce soir se joignent à nous autour de cette table. Parmi nous donc l'immanquable Gaël Reyre, spectateur de l'extrême, explorateur des confins du cinéma. Bonsoir Gaël. Bonsoir Thomas. Ravi de te retrouver parmi nous. À cette table également l'épatant François Barche-Prieur, président des Fiches du cinéma, et pour cela il mérite notre respect et notre admiration. Bonsoir François. Bonsoir. Et ce soir nous avons également le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel qui a fait pour vous, chers auditeurs, le déplacement depuis la Drôme. Si j'osais, je vous demanderais un tonnerre d'applaudissements, un torrent d'exclamations pour saluer la présence parmi nous ce soir de Roland Hélier. Bonsoir Roland. Bonsoir à tous. Et sans transition, nous entamons donc notre tour d'horizon des sorties du moment avec Loving. Loving, c'est le nouveau film de Jeff Nichols. Il en a fait quelques-uns tout de même. L'auteur des remarqués donc Shotgun Stories et Mud, ainsi que du merveilleux Take Shelter. Après une embardée fantastique l'an passé avec Midnight Special, le cinéaste états-unien s'empare d'un événement emblématique de la lutte pour les droits civiques. 1958, Mildred Jeter et Richard Perry Loving, résidant en Virginie, se marient dans le district frontalier de Columbia, mais à leur retour en Virginie, ils sont interpellés. En effet, Mildred est noire et Richard est blanc, et la loi en Virginie, comme dans d'autres États d'ailleurs, interdit les mariages dits interraciaux. Vous l'aurez compris, le mot est à entendre entre guillemets. C'est le début d'une lutte juridique notamment qui aboutira en 1967 à un arrêt de la Cour suprême instituant l'illégalité de toute restriction au mariage en raison de la couleur de peau. C'est avec Joel Edgerton et Ruth Negga. Je précise pour finir que le film était présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en 2016, festival dont il est reparti bredouille. Et Roland, j'ai envie de me tourner vers toi parce que je pense que tu aimes ce film. Est-ce regrettable que Loving soit reparti bredouille du Festival de Cannes ? Ça c'est Cela anecdotique, te fait-il ça relève de l'histoire du cinéma ou des festivals, j'en sais rien, mais non, c'est très anecdotique. Alors, pour nous concentrer par contre, sur le film. En revanche, je suis désolé de me défausser, mais je pense que vous allez très vite comprendre que l'évocation de Loving va tourner au procès. Dans tout bon procès, la défense s'exprime en dernier. Donc, messieurs les jurés, à vous. Très bien, c'est ton droit de te défausser. François, Gaël, un petit mot sur Loving, ce qui permettra à Roland de fourbir ses arguments. Bah écoute, Jeff Nichols, qui effectivement était, alors j'ai pas vu Shotgun Story, mais qui était vraiment épatant sur Take Shelter et sur Mud. Nettement moins sur Midnight Special, c'est mon avis en tout cas. Je pense file un très mauvais coton. Ah, mais alors qu'arrive-t-il à Jeff Nichols ? Alors voilà un film, Loving, vraiment, alors j'essaie, sans malice de ma part, sans méchanceté, je pense vraiment que si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu le film. Il n'y a strictement rien de plus à se taper les 2 heures par rapport à l'ensemble des informations ou émotions que vous aurez eues pendant la bande-annonce. C'est-à-dire que il n'y a aucune surprise, ni scénaristique, ni formelle, d'aucune sorte. On a une espèce de zéro absolu de la stimulation corticale avec ce film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan que je n'ai pas vu 1000 fois. Elle est enceinte, elle sent le bébé, machin. Poussez, madame. Et puis après, il est maçon. Quand on accouche, en général. Mais la façon dont c'est montré, si tu veux. C'est comme ça que les médecins procèdent. C'est une collection d'images d'Épinal dans une esthétique post-Spielberg, post-Malick, avec des très beaux clairs-obscurs, des très belles lumières. C'est hyper chiadé, etc. Les personnages, tu les as cernés en 2 scènes. Il n'y aura aucune évolution substantielle de leur personnalité ou des enjeux d'ici à la fin. Ils sont très bien joués, mais ils n'ont pas grand chose à jouer. Lui, c'est le bon gars, alors il fait l'accent comme il faut, c'est bien joué. Taiseux. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, à quoi sert ce film ? C'est-à-dire que moi, j'ai eu une espèce de moment d'effroi. Je me dis, mais c'est ça.
c'est ça le cinéma, c'est refaire ad nauseam les mêmes plans jolis, les jolies lumières, le mec, en plus, la moitié du film, c'est le mec rentre en voiture, sort de voiture. En termes d'écriture, c'est vraiment pas c'est parce qu'il a des trajets à faire. Ah ouais, certes. Donc pour moi, c'est un film qui est absolument inutile, à part si vous connaissez quelqu'un qui éventuellement doute sur la ségrégation, etc. Si vous voulez le convaincre que le racisme c'est mal, éventuellement. Quelqu'un dont la vie serait pas encore tout à fait tranchée. Voilà, ce film peut être intéressant parce qu'effectivement, il sait, mais alors c'est pas bien de pas s'autoriser à se marier. Enfin, voilà. Mais encore une fois, si vous avez vu la bande-annonce, à mon avis, économisez-vous les 2 heures d'ennui. Que moi j'ai passé devant ce film. On va passer la parole à François et puis je vais garder Roland du coin de l'œil. Je vais le regarder s'énerver. Moi je serais un peu moins violent que Gaël, mais c'est vrai que, enfin, pour le coup, je pense pouvoir apporter une réponse à quel est le projet. C'est-à-dire que Jeff Nichols, c'est l'auteur qui monte. Il s'est fait remarquer par des petits films indépendants, indépendants d'un premier temps et puis après avec de plus en plus de moyens. C'est un réalisateur assez malin qui a le vent en poupe. Et tu donc, le soupçonnes d'avoir fomenté ce projet dans une quête de légitimité? Moi, je soupçonne surtout, je connais pas la genèse du film, il faudrait vraiment, mais je soupçonne surtout les producteurs d'avoir voulu mettre un nom un petit peu accrocheur sur un projet qui est en fait un projet tellement formaté et surtout par le scénario en fait, qui est vraiment très plat. Qu'il a écrit lui-même. Ah ouais, D'accord, bah écoute, merci de m'apprendre ça. C'est encore plus inquiétant pour le coup. Tu vois. mais effectivement, c'est-à-dire que c'est un grand film classique, enfin c'est une tentative de grand film classique par un réalisateur qui jusqu'à présent s'était démarqué justement dans des choses, des univers très particuliers, qui pouvaient flirter un peu avec le conte, enfin qu'il y avait des choses qui pouvaient rapprocher d'ailleurs de Shyamalan, qui sera un sujet ultérieur de cette émission, mais il y avait tout ce qui faisait la magie de Jeff Nichols, c'est un peu la marque Jeff Nichols, est complètement effacé derrière une réalisation qui effectivement est tellement académique qu'on imagine facilement que pas mal de réalisateurs auraient pu s'y coller avec le même rendu. Voilà, j'aime pas beaucoup le terme de faiseur, mais il me semble qu'il s'applique pas mal au travail de Jeff Nichols en tant que metteur en scène sur ce film-là. Donc moi j'aimerais bien, si quelqu'un a des informations complémentaires sur la genèse vraiment de ce projet et comment il a été pensé en termes de machine aux Oscars éventuelles, etc., je pense que ça y est pour beaucoup. Alors voilà. Si vous avez des informations sur la genèse de Loving, n'hésitez pas à nous appeler. On attend que le téléphone sonne. Roland, la parole est à la défense. Alors avant d'entrer dans le détail de ce que je pense du film, je voudrais relever un des propos de Gaël. Pour ma part, quand je regarde ce film, ou d'ailleurs n'importe quel film, je ne suis pas un enragé du nouveau, du plan inédit, de la chose qui n'a jamais été faite, etc. Pour moi, c'est absolument pas... je pourrais dire que je partage, par exemple, l'avis de quelqu'un comme l'écrivain Borges, qui disait, et qui pensait d'ailleurs, et qui l'a mis en œuvre toute sa vie, que, par exemple, les plus belles métaphores sont aussi les plus anciennes. Et que ce qui compte, c'est de s'en ressaisir et de trouver le moyen de leur donner à nouveau tout leur éclat. Donc l'obsession du nouveau, moi personnellement, pour utiliser un peu la virulence des propos de Gaël, je m'en contrefiche. Voilà. Cela dit, toi François, tu as parlé de projet. Et le mot est intéressant parce qu'il y a à peine 2 ou 3 jours, un de mes amis, parlant de Loving, me dit, voilà, c'est un film qui n'a pas de projet. Et je m'inscris en faux contre cette idée, pour une raison très simple. Je pense que, pour un cinéaste, ça peut être un projet de regarder le monde dans lequel on vit. Et parfois, pour représenter le monde dans lequel on vit, on passe par l'image du passé. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit quelque chose de très actuel, dans le fond, c'est-à-dire que le droit et la loi se mêlent d'organiser la vie et la vie amoureuse des gens, leur sexualité, le désir, et ce sont des questions qui traversent tout l'Occident. Dans tous les pays, ces questions-là se posent, et le film l'évoque effectivement par un regard sur le passé, mais pour montrer à quel point, quand le droit ou la loi se mêlent de ça, à quel point c'est dévastateur.
Je trouve que dans ce registre, la loi est un facteur de trouble social, qu'elle crée elle-même le désordre, le chaos, la haine entre les gens, etc. Et je trouve que le film parle de ça. Par ailleurs, une des choses qui m'a bouleversé dans le film, et on reviendra peut-être aussi par comparaison on en reparlera peut-être à propos du film de Luca Belvaux, où il est question aussi de petites gens. Je trouve que, vous savez, il y a un jour, Godard a dit à propos des Taviani, et à propos en particulier d'un film qui s'appelle Padre Padrone, Godard disait « Ah oui, ils sont bien gentils les Taviani, mais ils filment un arbre, ils l'ont pas regardé. Ils l'ont filmé sans le voir. » Et je trouve que dans ce film, quand je vois les images de ce couple, je me dis, il a vu quelque chose des petites gens. Ce que, à mon avis, Luca Belvaux n'a pas su faire dans Chez nous. Et quand je vois ces gens que je ne connais pas, que je ne suis jamais allé aux États-Unis, etc., mais immédiatement je les reconnais. Et je trouve que c'est une des grandes qualités du film. Mais si j'en reste là pour l'instant, on pourra éventuellement revenir là-dessus, ou sur d'autres aspects. À l'instant d'évoquer évidemment le film de Luca Belvaux qui sera évoqué en deuxième heure. Je crois connaître l'identité de cet ami qui te disait il y a 1 ou 2 jours que le film de Jeff Nichols n'avait pas de projet. Je dois préciser, puisqu'il s'agissait de moi, si je ne m'abuse. Rien de caché. Mais oui. Je dois préciser que je reprochais au film le fait que son projet consistait uniquement pour moi à celui d'un film en creux, c'est-à-dire un film qui se définit uniquement par les écueils qu'il cherche à éviter, l'écueil du pathos, l'écueil du biopic classique, l'écueil du sentimentalisme. Donc c'était plutôt dans ce sens-là que je formulais ma réserve à l'endroit de Loving. Réserve que j'ai très bien comprise, mais qui à mon avis est une réserve qui s'adresse à la critique plutôt qu'au cinéaste. Probablement. Et comme nous nous adressons au grand public, ici à Radio Libertaire, nous vous invitons à vous faire votre avis en salle dès le 15 février, c'est-à-dire qu'il est déjà sorti. Eh oui. Je vous remercie, messieurs. Je vous propose à présent une courte pause musicale et dans l'esprit de Loving sentimental, que vous pourrez dédier, si toutefois vous le souhaitez, à l'élu de votre cœur. Et on se retrouve tout de suite après cette première courte pause musicale. De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Thomas Fouet micro en compagnie toujours de l'équipe des Fiches du cinéma. Et avec, je le précise une nouvelle fois, la complicité de Francis Gavel qui va pouvoir participer à la prochaine table ronde. Puisque, messieurs, je vais vous demander maintenant d'accomplir une forme d'exploit. Tous autant que vous êtes autour de cette table, et cet exploit va consister à évoquer le travail de M. Night Shyamalan, et plus précisément son tout nouveau film, Split, en essayant de ne rien révéler des développements de son intrigue. On sait le goût qu'a l'auteur pour les twists, les révélations, les retournements de situation, et Split ne fait pas exception à la règle. En quelques mots, donc, 3 adolescentes sont enlevées et séquestrées par Kevin, un homme d'une 30aine d'années, lequel, en vérité, souffre d'une forme aiguë de troubles dissociatifs de la personnalité, puisqu'en lui cohabitent pas moins de 23 personnalités différentes, hommes, femmes et enfants. Les 3 jeunes filles vont donc devoir composer avec les visages multiples de Kevin pour chercher un moyen de fuir ou de négocier leur survie. Au casting, James McAvoy, dans une démonstration relativement virtuose, mais également la jeune Anya Taylor-Joy, remarquée l'an passé dans The Witch. Alors après une série de films qu'il avait installés au sommet d'Hollywood, entre Sixième Sens et Le Village, disons, Shyamalan est progressivement tombé en disgrâce aux yeux de l'industrie et aussi parfois de la critique. D'abord avec des films peut-être mal compris à l'époque, La jeune fille de l'eau ou Phénomène, fraîchement reçus, puis avec 2 blockbusters coup sur coup, notamment After Earth, relatif échec au box-office. Je précise que Split, qui sera en salle le 22 février, est en couverture du dernier numéro des Fiches du cinéma, et que tu en signes la critique, François. L'occasion de te donner la parole. François, je te pose la question. Après le très mal élevé et très réjouissant The Visit, Shyamalan est-il enfin de retour au sommet ? Moi je trouve que Shyamalan est quasiment toujours au sommet. Et donc dès maintenant je vais... J'aime les prises de position. Voilà. En fait, notamment pour quelque chose qui est assez remarquable chez lui, c'est-à-dire qu'il a quand même toujours réussi, je trouve, à tirer le meilleur parti
des conditions de production dans lesquelles il fait ses films. C'est-à-dire qu'il a commencé avec un film, ce qu'il a lancé vraiment Sixième Sens, un film un peu indé, avec le twist qu'on connaît, etc., une tonalité un peu mystérieuse qui flirtait un peu avec le film d'horreur, etc. Puis après, petit à petit, les budgets ont augmenté, donc là, il s'est rapproché de choses plus ambitieuses. On l'a annoncé trop tôt comme un peu le nouveau Spielberg, on lui a donné des gros projets, des gros moyens, il s'est un peu rétamé, et puis de visite l'année dernière, effectivement, il reprend sa petite caméra, found footage, filmé caméra à l'épaule, 3 comédiens, et il produit un des films d'horreur les plus, à la fois les plus terrifiants et les plus ludiques, c'est ça qui est incroyable, des 10 dernières années. Sur ce, il regagne un petit peu de confiance en lui et peut-être un peu de budget et un peu de légitimité auprès de l'industrie. Et on lui propose effectivement là de nouveau une star. Enfin bon, c'est pas la big star, mais enfin McAvoy c'est quand même un acteur confirmé et vraiment talentueux. Et il repart sur un projet qui de nouveau lui permet de développer tout son univers qui est assez incroyable et qui est un univers unique pour le coup, je trouve sans équivalent dans le cinéma moderne. C'est-à-dire quelque chose qui part sur les traces d'un teenage movie un peu classique, qui part sur les traces de The Visit très clairement, et puis petit à petit qui dérive vers quelque chose de très oppressant, et puis qui va faire des petites excursions du côté du thriller psychologique avec des face-à-face absolument incroyables entre la psychanalyste qui fait la thérapie avec Kevin pour justement qui connaît ses personnalités et qui l'aide un peu à faire le tri. Et puis petit à petit on tombe dans l'horreur et puis après on navigue gentiment vers le conte fantastique. Enfin il y a une manière comme ça de naviguer, il y a une confiance dans le cinéma, il y a une manière de jouer avec les codes, c'est quelqu'un de très cinéphile, Shyamalan, et il y a une manière comme ça de recomposer les tonalités, les styles, et c'est tellement fluide en fait, c'est vraiment comme moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui saute dans le vide quasiment à chaque séquence, c'est-à-dire qui sans se poser de questions et ça passe. Et je trouve que ça il y a quand même très peu de gens qui arrivent à le faire et rien que pour ça vaut le coup. Voilà. Francis, tu as découvert le nouveau film de M. Night Shyamalan. Shyamalan. Voilà. Lui aussi. Voilà. Et heureusement, j'ai le dossier de presse pour pas écorcher son nom. Mais quand on essaie de prononcer le nom des gens à peu près correctement, on se plante toujours. Donc c'est systématique. Qu'en as-tu pensé, Francis ? Alors. Effectivement, moi je suis pas. C'était drôle d'aller voir un de ces films parce que j'en ai vu finalement très peu. C'est ce que je me suis dit. Il n'y aurait pas eu l'opportunité de cette table ronde et d'y participer ce soir. Peut-être que j'y serais pas allé plus que ça. En même temps, je voyais qu'il y avait des bons échos ou en tout cas une envie qui se générait autour du film. Donc je me suis dit voilà, ça fait plein de choses qui me permettent de me dire faut y aller. Donc je reconnais que j'ai peut-être un vague souvenir du Sixième Sens et après il y en a que j'ai carrément pas vu du tout et à chaque fois je n'ai que de vagues souvenirs de ces films, je dois le reconnaître. Je sais pas, par rapport à tout ce que tu dis, François, effectivement, moi, j'avoue que je reste un petit peu perplexe par rapport au film. En plus, il y a des choses que je trouve dans le dossier de presse qui m'interrogent, puisque il est dit, par exemple, de la part de son producteur, donc Jason Blum, Night a un talent inégalé pour faire naître la terreur et l'effroi au sein d'un décor apparemment banal. Il cultive la menace insidieuse plus que l'effet de choc. Alors, autant je suis effectivement assez d'accord, et je pense que c'est peut-être une qualité du film, que l'effet de choc n'est pas recherché. Par exemple, vers la fin du film, sans évidemment révéler quelle va être la 24e personnalité, il y aurait, par rapport à deux des jeunes filles présentes, des scènes qui pourraient être assez chocs, et qu'un autre aurait sans doute filmé avec toute de façon beaucoup plus démonstrative. Voilà, et toute la violence et la terreur que ça nous aurait... effectivement fait ressentir, donc ça je le mets plutôt à son crédit, même si au moment où moi je le reconnais en tant que spectateur, à ce moment-là j'ai une petite frustration, je me dis mince, on ne voit pas cette scène d'une violence inouïe qui m'aurait tant réjoui et mis mal à l'aise. Tu avais envie de sang. Mais oui, j'étais un petit peu venu avec cette envie et donc ça, en même temps, je le mets effectivement à son crédit. Je trouve que du coup, il détourne ce qu'on attend. Par contre, la menace insidieuse, je dois avouer, alors est-ce que c'est moi qui n'étais pas réceptif ? J'ai pas ce sentiment de menace insidieuse dans le film. Parce que, alors pourquoi ? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que, en reconnaissant la qualité de travail phénoménale, entre autres de James McAvoy, je suis sur l'interprétation. Alors peut-être que c'est un tort de ma part, mais de là de voir la performance de l'acteur. Tu es dans le spectacle. Voilà, et même si je dis... tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui fait écran. Alors,
à la fois, je vais être honnête et dire, ça passe complètement et on n'est pas, il ne surjoue rien. Il a un talent énorme à faire passer une personnalité puis une autre, parfois à l'intérieur du même plan. Donc ça, c'est une réussite. Et en même temps, je vois la chose se faire. Donc à la fois, je suis à distance et en même temps concerné par ce qui se passe. Mais donc, du coup, c'est vrai que peut-être ces choses-là m'éloignent de la menace insidieuse et peut-être que ce qui m'éloigne aussi de cette menace insidieuse, même si je rejoins alors complètement François sur les scènes entre lui et sa psychiatre, interprétée donc par Katie Buckley, qui sont d'un seul coup des scènes évidemment de dialogue et de comment réussir l'un par rapport à l'autre à se découvrir ou au contraire à se protéger. Et que peut-être là il y a une menace insidieuse, mais dans tout ce qui est la partie entre guillemets horreur du film, je sens moins cette menace insidieuse, et peut-être aussi que je la sens moins parce que j'ai tendance à trouver que tout ce qui concerne donc l'héroïne du film, celle des trois qui est un petit peu elle-même à distance parce que mal intégrée dans la vie du collège et tout ça, je trouve que les flashbacks qui au début me paraissent passionnants deviennent de plus en plus lourdement explicatifs. Alors j'ai pas vu Jeff Nichols, mais si on parlait de lourdeur parfois, comme disait Gaël, d'appui surtout, je trouve qu'au bout d'un moment, effectivement, ce qui va, que je ne vais pas révéler, être dit dans les flashbacks, nous dit tellement évidemment ce qui pèse, le couvercle qui est sur ce personnage, que je trouve que... Pour ma part, je vois bien, François, que tu dodelines. Vous allez dodeliner, François. Et je trouve ça effectivement un petit peu dommage. Après, j'ai une question, mais François saura sûrement y répondre d'ailleurs. Toujours tiré du dossier de presse, et ça, je l'ai noté pour ce soir. C'est dans la bouche donc de Katie Buckley qui interprète la psychiatre. Donc voilà, question pour ce soir. Split s'apparente à un film français dans les thèmes qu'il développe, comme dans le style, ce qui est plutôt inhabituel pour ce genre de film. Mais qu'est-ce qu'un film français ? Méditation. Ouais. François, non. Un dernier mot sur Split, peut-être pas sur cette question-là, qui n'appelle peut-être pas nécessairement de réponse. Je ne sais pas. Non, mais tu m'as interrogé en tout cas. Nos collègues autour de cette table n'ont. Vous êtes c'est du French bashing déguisé. Absolument. Non, mais ce qui est assez, enfin non, l'autre, oui, c'est pas un dernier mot parce qu'il n'y a jamais de dernier mot. Mais ce qui est assez incroyable chez Shyamalan, c'est que tous ces récits, enfin c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie cohérence comme dans son cinéma, c'est que c'est toujours des récits un peu initiatiques. Enfin, ça prend toujours pour personnage principal soit vraiment un enfant, soit un adolescent ou un très jeune homme ou une très jeune fille. Des personnages qui sont dans le dépassement de quelque chose, dans qui sont toujours dans une sorte d'apprentissage, de transition, voilà. Et que ce que je trouve qui est assez remarquable chez lui, c'est qu'il arrive à faire le passage entre le monde de l'enfance et le monde des adultes, et il le fait de manière très intelligente. C'est-à-dire, c'est pas d'un côté je regardais Mickey et je pensais à rien, et puis du jour au lendemain il m'arrive une saloperie, ça y est, j'en ai pris plein la gueule, je suis devenu un adulte, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus fin, et ce que je trouve très fort dans son cinéma, c'est qu'il y a pour lui, l'enfant qui est en nous est toujours en nous. Il n'y a pas une question de il doit se dépasser ou il doit changer pour devenir quelque chose d'autre. Les deux cohabitent. L'enfant et l'adulte il y a aussi bien de la terreur dans les choses naïves que de la naïveté dans les choses terribles. En cela, il est bien évidemment l'héritier de Spielberg, on l'a souvent dit. Oui, voilà. Et ça, c'est sur ce point précisément. Ouais, et là-dessus, il est vraiment, je trouve, très très bon justement pour maintenir ce dialogue en fait entre les tonalités. Alors, j'entends bien, mais et alors en même temps, il y a quand même quelque chose d'autre qui m'interroge. Donc peut-être qu'effectivement, tu auras des réponses à me donner. Alors, on va évidemment pas le révéler pour les auteurs, parce que tout est pour les auditeurs, pardon, parce que tout est fait pour le cacher jusqu'au dernier moment. C'est dans la dernière scène, la toute dernière, qui se passe dans ce drive-in où on entend des informations qui nous disent que le méchant, effectivement, enfin que le personnage incarné qui monte par James McAvoy, parmi celles et ceux qui ont vu le film ou qui ne l'ont pas vu, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Il est parti pour un slalom, il va nous dire la fin du film. Pas du tout. Mais il y a donc là quelque chose d'assez fort, puisqu'on parlait de terreur comme ça insidieuse, de dire qu'il court toujours et qu'on sait pas, on s'attend peut-être moi à la fin, et honnêtement j'ai dit on s'attend à Split 2, quoi, j'avoue. Mais en tout cas, ce qui ne relève en rien d'un spoil, puisque c'est maintenant partagé sur les réseaux sociaux et que ça a été officiellement signé. Split 2 est le prochain film de M. Night Shyamalan. D'accord, donc voilà. Mais en tout cas, il y a une tension qui s'installe, et d'un seul coup, il y a un clin d'œil
qui est fait dans le film. Et moi, je trouve que ce clin d'œil vient casser quelque chose qui s'est mis. Alors peut-être que c'est une mise à distance intelligente de Shyamalan qui dit en même temps, regardez, je me moque de mon propre cinéma. Ou si c'est pas le cas, moi je me dis à ce moment-là, c'est un petit peu peut-être dommage, ça me donne quelque chose de bancal, et pas un bancal que je peux aimer, un truc de la fracture ou quoi que ce soit, ou du frémissement, mais quelque chose comme ça. Voilà, on veut faire, je sais pas, moi je dis on fait une private joke pour des millions de personnes, quoi. Alors, je pense, mais alors effectivement, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sur le fil de cette discussion sans en révéler les tenants et aboutissants, mais je pense que ça va un petit peu plus loin que ça. Je pense que mais c'est c'est pour ça, moi j'attends des réponses de votre quelque part. Chose de l'ordre de la cohérence. Non, mais même tout simplement, comme tu l'as dit, à partir du moment où il annonce que pour lui c'est un peu un diptyque qu'il envisage, cette fin me gêne pas du tout. Enfin, je veux dire, elle l'ouvre très certainement sur quelque chose qui aura une tonalité un peu différente, ou en tout cas qui sera la poursuite de ce que le film c'est un peu quand même c'est attelé à construire tout au long de combien de temps il dure ce film? C'est 2 heures? 2 heures, un petit peu moins de 2 heures. Un petit peu moins de 2 heures. Donc oui. à mon avis, justement, ça va être très intéressant de voir est-ce qu'il arrive à tenir, enfin est-ce que l'évolution qui est annoncée, quoi. C'est-à-dire entre, je te dis, la première scène du parking, voilà, c'est il y a des filles qui se font kidnapper et quelque chose qui s'ouvre plus vers de la mythologie, du conte fantastique et des choses comme ça. Oui, enfin, moi je l'entends bien, mais moi quand je le vois au point de départ, je le vois comme un film unique. Ouais, je vois pas. Non, mais effectivement, non mais. Dans un premier temps, moi je le vois comme un film unique. Je me dis pas on va se taper un diptyque. Ça m'est pas annoncé. Donc je me dis voilà, sur son film unique. Et là bon, ce soir vous m'apprenez qu'effectivement c'est un diptyque. Effectivement voilà, moi à ce moment-là Au minimum. Voilà, alors ça m'inquiète un peu plus encore. Donc j'ai quelques réserves. Et en même temps, je l'avoue, et c'est ce que j'ai dit au début, moi par rapport à son cinéma, je suis le candidat ce soir, quoi. Parce que c'est pas un cinéaste que je suis, c'est pas un cinéaste dont je connais l'œuvre se composant, mais donc j'ai des questions qui vont être des questions peut-être beaucoup plus basiques que je ne pourrais avoir sur un autre cinéaste dont les œuvres me parleraient beaucoup plus, quoi. Eh bien, c'est en salle à compter du 22 février. Et je vous propose à présent que l'on fasse une deuxième petite pause musicale. Et on se retrouve tout de suite après pour évoquer le cinéma de Kelly Richard. À tout de suite. De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4. Vous écoutez toujours Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fouet micro en compagnie de l'équipe des Fiches du cinéma et de notre chroniqueur exceptionnel du soir, Francis Gavel. À l'instant, nous écoutions donc Shut Up Kiss Me de Angel Olsen. Qu'on se le dise, Kelly Richard est probablement l'une des cinéastes états-uniennes les plus importantes du moment. Évidemment, cette déclaration n'engage que moi, vous me direz si vous acquiescez. Elle est l'auteur notamment de A Joy, Wendy and Lucy, La Dernière Piste et Night Moves. Son nouveau film distribué in extremis en France réunit pourtant un casting royal: Kristen Stewart, Laura Dern, Lily Gladstone, aperçue dans le Jimmy P d'Arnaud Desplechin, et pour la 4e fois devant la caméra de Ray Charles, l'excellente Michelle Williams. 4 portraits de femmes donc pour un film qui, si l'on en croit un certain Roland Hélier dans les colonnes des Fiches du cinéma, orchestre, je cite, dans une parfaite économie de moyens narratifs, une constellation de microscopiques dévissages émotionnels, d'effondrements sans bruit, d'affects silencieusement mis à sac. Qui veut réagir? Est-ce que Roland veut poursuivre sur ce discours pour commencer peut-être? Oui, bon, je pense, pourquoi pas. Je pense qu'effectivement, elle fait preuve d'un art du tropisme que, pour ma part, je trouve extrêmement émouvant, voire bouleversant. Il faut préciser, parce que Gaël me demande à juste titre de quoi ça parle. Il y a donc 3 récits, voilà. 3 récits qui vont se succéder pour finalement se rejoindre. Et ensuite, pour se les épilogues de chacun de ces récits. Il y a une première scène, une grande scène d'exposition d'une situation, qui chacune de ces séquences mettant en situation une femme. Voilà. Alors Laura Dern dans le premier segment, voilà, qui est une avocate. Ensuite, qui se retrouve confrontée à un ancien cas, quelqu'un dont elle a défendu la cause après un accident du travail. Oui, voilà. Et quelqu'un qui s'est fait abuser par... Mais encore une fois, vraiment, les personnages dont il est question, ce sont les personnages féminins. Donc effectivement, cette femme se trouve... amené à dire à un de ses clients qu'il n'a plus de recours contre un employeur qui a abusé
de sa naïveté ou de sa candeur. Et dont un accident du travail l'a laissé partiellement handicapé. Voilà, ensuite il y a donc une deuxième séquence qui met en scène, cette fois-ci, Michelle Williams, qui, avec son mari et leur fille unique, à la suite d'un dimanche passé à la campagne, se rendent chez une de leurs connaissances pour acheter un certain volume de pierres de construction en grès, soit dit en passant, enfin bref, et pour donc négocier voilà, la troisième histoire met en scène une... Kristen Stewart, donc. Oui, alors très curieusement, on met beaucoup l'accent sur Kristen Stewart, mais le personnage principal central me semble être Lily Gladstone, qui est une jeune... Il n'y a pas d'équivalent en français pour désigner une rancher. Enfin elle travaille dans un ranch, elle s'occupe des chevaux, voilà, et elle vient un peu par hasard assister à un cours de droit donné par le personnage très curieusement de droit scolaire, d'ailleurs, peu importe. Et donc ce sont là les trois synopsis qui constituent la trame de certaines femmes. Paysanne, enfin éleveuse, fermière, je sais pas, ce toc de cette toute jeune enseignante qui ne donne secours dans ce coin un peu perdu qu'à la suite d'un long trajet en voiture. Absolument. Qui dure 4 heures d'ailleurs. Et donc après l'exposition de ces 3 portraits, disons, ensuite il y aura à nouveau les épilogues qui vont se succéder. Et oui, je trouve que il y a des gens qui défendent, et je les soutiens d'ailleurs, que le cinéma, c'est aussi un merveilleux instrument d'optique pour filmer ce qui n'est pas visible, ce qu'on ne voit pas, ce qui échappe à la conscience de beaucoup d'entre nous. C'est tous ces moments, ça me fait penser, vous savez, ces moments où on s'endort, on commence à s'endormir, et puis tout d'un coup, on rêve qu'on trébuche ou qu'on rate une marche, etc. Et on a l'impression ça nous réveille. De tomber, oui. Et j'ai l'impression qu'elle filme ça, des espèces de microscopiques trébuchements intérieurs qui passent inaperçus, mais qui sont des petits séismes intérieurs. Moi, je trouve ça admirable, la manière dont c'est fait. Voilà. Alors, je sais à peu près ce qu'en pense François et Gaël. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu avant. Francis, en revanche, c'est un mystère. Bah écoute, moi c'est plutôt... Donc le mystère va vite être réglé, puisque moi j'ai plutôt un point de vue positif sur le film. Après, a priori, tout ce qu'a dit Roland, évidemment je le rejoins. Moi, en même temps, ce qui m'intéresse dans le film, c'est que j'ai envie de dire que quelque part, avec des guillemets, c'est un film d'action. L'action... Ne t'inquiète pas Gaël, laisse-moi... Gaël trébuche. Oui, Gaël trébuche, mais il va comprendre. D'abord, j'ai mis des guillemets. Et en plus, pourquoi je dis ça ? C'est parce que je pense que l'action, alors qui est, comme le disait Roland, infime, qui est comme ça par petits soubresauts, eh bien effectivement est tenue par les femmes, par ces trois figures féminines. Il y a une action professionnelle, celle du personnage de Laura Dern. Il y a une action domestique, le personnage de Michelle Williams. Et puis il y a une action sentimentale, le personnage de Lily Gladstone. Et toutes les trois essayent de mettre en œuvre quelque chose là où les hommes dans le film, et c'est pas en plus un brûlot féministe point du tout, ce que je trouve d'autant plus passionnant, mais là où les hommes vont être à l'arrêt dans le film, parce que pétrifiés par leur devenir professionnel, donc effectivement ce client de l'avocate qu'est Laura Dern, ou finalement pas pétrifiés, mais un petit peu englués dans leur vie de couple. Donc c'est le mari de Michelle Williams, dont elle attend un soutien dans cette négociation pour les pierres, soutien qui se fait assez fuyant. Et je trouve que c'est assez réussi de ce côté-là, parce que en même temps il n'y a pas de vindicte dans son propos. Regardez comme ces hommes sont faibles et comme ces femmes sont fortes. Il y a chacun s'en sort comme il peut, et certaines vont être du côté de l'action et les autres peut-être du côté soit d'une nonchalance et de quelque chose comme ça. Et ce que j'aime aussi dans
finalement dans le film, c'est qu'elle finit par nous montrer que tout ça ne provoque pas, et ça rejoint aussi l'idée de Roland, ça ne provoque pas de cataclysme, c'est-à-dire aussi bien émotionnel que social, et que la dramaturgie finalement reste assez tranquille, et moi j'en verrai pour preuve, mais chez moi, je te vois toujours Gaël, et chez moi ne provoquerait pas comme ça de surprise, ou au contraire peut-être de rejet, mais le mot est peut-être fort. Mais comme cette scène finalement où Lily Gladstone, rentrant de ces 4 heures de route qu'elle a fait pour rejoindre donc celle qu'elle aime et auquel elle voudrait, au volant. Voilà, s'endort au volant. Et moi j'ai envie de dire qu'effectivement, dans peut-être 30 films, si elle s'endort au volant, elle se mange un platane. Elle se mange un platane, ou pire, elle a un accident digne des choses de la vie. Et là, ben non, d'abord peut-être parce qu'on est dans des régions comme ça, plates, sans relief, et que donc, comme il n'y a pas de relief, qu'est-ce qui peut arriver, justement parce qu'il n'y a pas de relief, Sauf ces montagnes au loin que le cadre attrape quelquefois. Voilà, et effectivement, comme tu le dis, c'est toujours au loin, mais voilà, elle a une sortie de route, et finalement, elle se meurt. En tout cas, le véhicule, et peut-être elle-même, se meurt comme ça sur le champ. Oui, parce que tu as raison, c'est-à-dire que tu as absolument raison en disant ça ne provoque pas de catastrophe ou de chaos, mais ce sont quand même des écrasements, des défaites, de petits cataclysmes intériorisés. Morts, oui, absolument. Je trouve que c'est des coups portés à l'âme ou à la psyché dans d'une manière ou d'une autre, on se relève pas, on les accumule même. Et sur l'idée que oui, ce sont des femmes, oui, les hommes sont d'une certaine manière à l'arrêt, tu l'as très bien dit. Et en même temps, quand je voyais le film, je me sentais absolument concerné. C'est beaucoup plus la condition humaine, à mon avis, qui est évoquée à travers ces choses, que la condition des femmes en particulier. Alors s'il y a bien quelque chose dont Gaël Rehr, pour sa part, ne s'est pas relevé, c'est du dernier film de Kelly Reichardt. Place à la contradiction. Alors là, par où commencer? Est-ce que tu reconnais quand même ce qu'on dit dans ce film? Alors, à tel point que je le reconnais, c'est-à-dire que bien évidemment. Oui, c'était un film. Alors bon, c'est un film qui hurle son intention en permanence, c'est-à-dire attention, je vais m'occuper de l'infinitésimal, de la substantifique moelle des silences quotidiens, et voilà. Oui, alors effectivement, on pense à Carver, mais on y pense tellement que moi je vois une cinéaste qui met tous ses efforts pour dire regardez comme je m'occupe de rien et comment je dis tellement de choses. Alors, vous allez voir, c'est extraordinaire. Le jean de Kristen Stewart, ça lui fait un gros cul. Voilà, alors voilà, tout est bien montré pour les moindres détails. Je ne pouvais pas imaginer qu'on allait parler ce soir des fesses de Kristen Stewart. Les moindres détails sont faits pour dire attention, ça fait vrai. Attention, c'est un peu moche, c'est un peu froid, c'est un peu creux, c'est un peu vide. Mais oh là là, mais c'est un univers que je vous présente là. Bon, moi c'est le 3e film de Kelly Reichardt que je vois, 3e fois que je m'emmerde comme un rat mort. Pour moi, c'est vraiment une fausse valeur. C'est vraiment, alors c'est bon. Bref, je ne vais pas se battre. Mais alors, c'est mieux que Jeff Nichols ou c'est moins bien? C'est plus intéressant formellement parce qu'il y a là pour le coup il y a un projet, il y a une intention, il y a une proposition esthétique. Après moi, si écrasement il y a, c'est vraiment du spectacle. Enfin, je vais parler parce que là on est entre gens extrêmement raffinés, vous voyez plein de choses mystérieuses et tout. Moi je vais parler pour les bourrins, pour les philistins qui sont quand même nombreux. On a 3 courts-métrages qui parlent de rien à la suite, qui n'ont absolument aucun lien entre eux, si ce n'est sûrement artificiel. C'est-à-dire qu'à un moment on croise la silhouette de l'un, le mari de l'une est aussi l'amant de l'autre. Il n'y a aucun lien honnête entre ces 3 histoires. Ce sont 3 nouvelles qui étaient sans doute très bien à la lecture, mais si vous voulez, c'est infinitésimal. C'est comme ça, c'est comme Nathalie Sarraute. Pour un oui, pour un non. Alors oui, on ne sait pas. C'est entre les mots, c'est entre les lettres des mots. Ça marche très bien à l'écrit. Et ben là, preuve est faite pour moi que ça ne marche pas du tout en film. C'est une vision du cinéma
qui est vraiment littéraire, qui moi est pas loin de me dégoûter. C'est-à-dire que moi, quand je vois ça, je dis, c'est ça pour toi le cinéma, Kelly. Je dis, mais on va pas s'entendre. Parce que je veux dire, faut remettre les choses à leur place. Comme ce sont 3 courts-métrages qui se suivent, il n'y a pas de développement. Je veux dire, là, si les auditeurs s'imaginent que les portraits de femmes extraordinaires, etc., non, il y a très peu de scènes. Michelle Williams, elle est là, fait la gueule. C'est vachement subtil. C'est des trucs, c'est très théâtre new-yorkais, en fait. Enfin bon, moi c'était vraiment. On va peut-être laisser la place. C'était extrêmement pénible. Je tiens à dire que si vous n'êtes pas aussi raffiné, si vous ne vous sentez pas extrêmement raffiné, je vous déconseillerais quand même ce film. François, te fais-tu toi aussi le porte-parole des bourrins, des Philistins? Veux-tu défendre les fesses de Kristen Stewart? Non, mais moi je veux défendre ce film parce que j'entends ce que tu dis, Gaël, enfin ce qui peut t'énerver, c'est-à-dire tant de minutie et tant d'applications et dans le jeu, dans les décors, etc., pour obtenir cette espèce de, on va dire, sentiment de commun, si tu me permets de le résumer comme ça. En même temps, je trouve que c'est une entreprise assez bénéfique parce que, comme disait Roland, moi je suis très fortement ému en fait. Parce que je vois à l'image, quand je vois ce film, c'est pas du tout. J'oublie très vite. En fait, je suis curieux. C'est-à-dire que ça rejoint un peu aussi ce que disait Francis. C'est-à-dire que c'est un film d'action, de petites actions. Tout passe par des gestes, effectivement, inscrits dans un quotidien. Il n'y a pas d'ailleurs à dire est-ce que c'est un quotidien plus ou moins bon qu'un autre. C'est pas la question. Mais c'est des gestes. Donc pour ceux qui s'occupent des chevaux, c'est c'est le quotidien de ça. Ouvrir à telle heure, les nourrir, les sortir, etc. Non, mais c'est vrai. C'est important. Non, mais c'est attentif aux petits gestes, y compris aux petits gestes du monde du travail. Mais enfin, c'est comme c'est comme le néoréalisme, si tu veux. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois non, mais attends, tu vois des gens, tu vois des gens accomplir des actions. Point. Et c'est ça la vie. Donc après, je veux dire que la ça vie, te plaise ou que ça te plaise pas. Non mais c'est ça qui est assez fort. Tu parles de néoréalisme. Alors je pense que il y a un truc très brut, tu vois. Enfin, je te donne la parole. Je te donne la parole. Voilà. Je trouve qu'il y a aussi dans le film un aspect important, en tout cas auquel j'ai été sensible, pour peu qu'il existe, j'espère. C'est que je trouve qu'il y a dans sa manière de filmer, disons, de manière un peu générique, un peu bêta, je le reconnais, mais la crise, les effets de la crise, je trouve que c'est très proche des derniers films de Jim Jarmusch, par exemple, à quel point, dans le fond de l'image, si on n'y prête pas attention, on voit rien. Mais à quel point quand même quelque chose de l'ordre de ce contexte-là. De désolation de manière très assez délicate, excuse-moi aussi. Je sens que c'est pas bien d'être délicat, mais qui je trouve très bien fait aussi. Voilà. Messieurs, je vous propose qu'on en reste là, malheureusement. Moi, je veux pas qu'on en reste là. À moins que... non. Un dernier mot éventuellement, François, un dernier mot. Francis, non. Vas-y. Ce que tu dis est juste. C'est pas tant la crise mais enfin, c'est la crise de l'âme en fait. C'est pas tellement. Moi, je le vois pas tellement sur un truc politique. C'est plus social. Il y a quand même un peu ça. Mais c'est comment se rattacher. C'est aussi ce pays. Enfin, tout est lié au paysage et donc au cadre que tu décrivais. C'est-à-dire qu'effectivement, on imagine bien que c'est des bleds un peu paumés, si tu veux. Bon, ok. Mais justement, c'est comment se rattacher. C'est-à-dire, il y a quand même un lien aussi entre les histoires. C'est-à-dire que d'un côté, il s'agit de construire un mur avec une belle pierre pour s'approprier un petit peu une nouvelle maison. De l'autre, il y a une sorte de conquête un peu des grands espaces type western, puisqu'il y a quand même, entre guillemets, chevaucher un cheval reste un peu la seule manière de s'évader, ou de traverser dignement ces paysages-là. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui est et puis à côté, ça cette avocate d'une petite ville qui, on sent qu'elle est un peu en milieu de vie, peut-être dans des crises. Non, il faut. Attends, je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que on a quand même un couple, en gros, de la classe moyenne, qui est obligé de négocier un petit tas de pierres, enfin, qui est, de discuter le prix. On a une jeune avocate qui, quand même, normalement, est appelée à avoir un bel avenir,
qui se tape 4 heures de voiture pour aller donner des cours de droit auxquels elle ne connaît rien. D'ailleurs, elle est obligée d'apprendre les choses avant de les enseigner. Donc, il y a quand même les effets quand même de quelque chose qui relève d'une forme de crise. Je suis d'accord. Alors c'est à découvrir dès le 22 février en salle. Vous pourrez vérifier si vous êtes, vous aussi, un bourrin, un philistin ou une âme sensible, attentive à l'infinitésimal. Francis, ne serait-il pas temps de faire une petite pause musicale Eh ben, écoutez, effectivement, nous allons faire une première petite pause musicale et puis après, pour nous remettre de ce débat et permettre à Gaël, hors micro, de revenir à la charge. Recours à sa rage. Et ben effectivement, on va un petit peu s'apaiser. On va revenir à notre album du mois, le Entrée dans la danse, ce programme classique, ce récital de piano d'Anne Kefelec, produit sur le label Mirare. De retour sur Radio Libertaire après cette pause musicale, toujours donc sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Mon camarade François me disait, mais pourquoi ne donnes-tu pas le numéro pour que les auditeurs puissent appeler? Eh bien, le numéro, le 01 43 71 89 40. Voilà. Une commune des Hauts-de-France, un bassin industriel sinistré, une campagne électorale, une jeune infirmière qui, le cœur sur la main, pleine de bonne volonté, se retrouve investie candidate d'un parti d'extrême droite, le Bloc. C'est le thème du nouveau film de Lucas Belvaux, évocation des arcanes, manipulation discursive et méthode locale d'un parti auquel les sondages promettent d'ores et déjà le second tour des présidentielles cette année, car c'est évidemment un mot couvert du Front National qu'il s'agit ici. Donc le nouveau film de Lucas Belvaux réunit Émilie Dequesne, André Dussolier, Guillaume Gouix et Catherine Jacob, et vous pourrez le découvrir en salle à partir du 22 février. Je précise, pour l'anecdote, que le très élégant Steve Briois, le maire de Hénin-Beaumont, a d'ores et déjà qualifié Catherine Jacob, qui interprète ici une simili Marine Le Pen, de pot à tabac. On reconnaît bien là la distinction naturelle des cadres du Front National. Francis, j'ai envie de me tourner vers toi pour commencer. Je crois que les premiers plans du film t'ont beaucoup intéressé. Ouais, je vois que tu es perspicace. Oui, en fait, j'avoue que c'est le début du film, quand je l'ai vu, qui a justement parlait accroché ou pas à un film, rentrer dedans. Et je pense que pour moi c'était l'intelligence du film de Lucas Belvaux, c'est ce début, ces premiers plans avant que se lance l'intrigue, et qui pour moi finalement parle beaucoup. Il y a d'abord ce premier plan comme ça un peu à l'aube, où on ne distingue pas complètement les choses, un panoramique dans un champ, et puis soudain on voit des lumières très, très violentes, on sait pas ce que c'est. J'ai même dans un délire qui n'était que le mien, à un moment dit on est chez Spielberg et on est dans Rencontre du troisième type, c'est le vaisseau qui se pose, venu d'ailleurs, venu justement chez nous. Mais voilà, on sait pas trop, et puis le panoramique continue, et puis le plan se coupe. D'un seul coup, on est donc là, je me dis cette première partie a un côté fantastique. Il y a quelque chose comme ça d'insidieux qui se met en route. On sait pas trop quoi, même si je savais évidemment de quoi allait traiter le film, mais voilà, on sait pas trop quoi. Et puis ensuite, voilà, on est dans une ville du Nord. J'ai envie de dire une ville du Nord comme on les a dans l'imagerie d'Épinal, avec ces petites maisons alignées qui se ressemblent tous, ces anciens quartiers miniers. Je précise que la ville fictive s'appelle Hénard, et qu'on ne peut qu'y reconnaître évidemment Hénin-Beaumont. Voilà, on est comme ça, et tous ces plans sont fixes. Après le panoramique du début, on est sur des plans fixes, et j'ai le sentiment à ce moment-là qu'on change de genre, quitte à faire hurler, j'irai jusqu'au bout, qu'on est d'un seul coup dans le western, on est dans une ville fantôme, où il y a absolument personne dans les plans qu'on voit, comme ça, une ville à l'abandon. Que va-t-il se passer dans cette ville? Et puis troisième plan, on est sur un pont, et en dessous, il y a une voie rapide ou quelques voitures. Là, d'un seul coup, c'est l'entrée du mouvement à l'intérieur du plan, puisque jusqu'à présent il était hors plan. C'est l'entrée du mouvement à l'intérieur du plan, et il y a quelques personnes comme ça, peut-être avec des guillemets, quelques privilégiés, qui ont eux le droit qui avancent, qui sont en mouvement, alors que on avait avant vu une ville fantôme, et ceci nous amène d'un seul coup à découvrir la principale protagoniste, qui elle aussi est en mouvement, qui est infirmière, qui donc a un travail, qui va visiter un de ses patients, et comme ça, voilà, on rentre dans le mouvement. Et ce que je trouve finalement d'assez
intéressant, finalement, c'est ce cadre qu'installe dès le début Luca Belvo avec ses 3 plans. Et puis finalement, à l'intérieur de ça, entre côté insidieux de ce premier panoramique fantastique et ville fantôme du western, on va petit à petit avancer comme ça dans cette menace sourde jusqu'à l'explosion. Et là, on continuera finalement avec le western. Cette explosion, cette altercation avec la descente d'un groupuscule nazi dans une cité. Et puis après, la dernière l'altercation physique entre Pauline, donc le personnage d'Emily Dequesne, et puis Stanko, le personnage interprété par Guillaume Gouix, qui eux commençaient à vivre une histoire d'amour. Qui interprète un ancien skinhead néo-nazi, petite frappe et gros bras, proche du bloc, donc du Front National, qui s'est plus ou moins ou soi-disant repenti. Voilà, comme effectivement tu le dis, et je trouve que on est à la fin comme ça avec l'attaque de la bande de hors-la-loi et le duel final, et donc on est à la fois avec le côté social, l'attaque des hors-la-loi, et puis le duel final qui lui revêt une dimension intime et sentimentale. Et finalement, c'est ce que moi j'aime dans le film de Belvo, c'est comment au début du film il installe ce climat insidieux, et finalement qui n'est jamais rien d'autre que le reflet de ce qu'est le Front National et comment insidieusement il se répand dans les esprits. Une bande de hors-la-loi. Y as-tu vu un western pour ta part, Roland ? Pas exactement, non. C'est pas quelque chose qui m'a ni traversé l'esprit ni préoccupé. Moi, c'est un film que je trouve très décevant. Et en revanche, je suis assez d'accord avec les premiers plans qui sont assez très intéressants. Et à cette autoroute dont tu parles, ou tu as dit voie rapide, mais c'est peu importe, probablement une autoroute. Cette autoroute est surplombée par une route secondaire qui manifestement, elle, va vers un cul-de-sac, enfin la ville dont tu parlais. Ce qui, moi, me déçoit, mais vraiment beaucoup dans le film, c'est... Bon, effectivement, le film se jette un regard sur la montée du Front National, appelons-le comme ça, et je trouve qu'il le fait de manière absolument pas insidieuse en termes stylistiquement. C'est très à plat, c'est très au ras des pâquerettes, c'est très explicite, très didactique. Insidieux, dans mon esprit, fait penser à quelque chose en contrebande qui vient de manière inattendue, où on serait tout d'un coup surpris par quelque chose qu'on n'aurait pas vu venir. Alors que là, c'est... Mais cette dimension didactique est l'une des caractéristiques du cinéma de Luca Belvo. Sans doute la revendique-t-il d'ailleurs. Oui, enfin, en tout cas, là, pour le coup, c'est un genre de cinéma, moi, qui me... Et puis, je trouve que... Moi, j'aime j'ai parlé de ça, c'est un hasard tout à l'heure, mais j'aime les métaphores. Et là, rien n'est métaphorisé. Il y a... Je parlais des petites gens à propos de Loving. Là, tout... Alors, d'abord, ce sont des gens qui, physiquement, ont toujours une espèce de défaut, ou qui sont à la limite d'être tarés, toujours un peu bancal. C'est écrit sur leur front qu'ils sont des losers, voilà. Et là, tu parlais de western, effectivement, les losers. Et puis, tout ce qu'ils vont dire, je parle des personnages secondaires, tout ce qu'ils vont dire, tous les dialogues sont instrumentalisés pour montrer que vraiment ils sont potentiellement déjà acquis au Front National, à sa manière de se répandre, etc. Dont cet ami du personnage qui interprète Émilie Dequesne, qui est interprétée par Anne-Marie Vin, dans un décalque assez étonnant de sa prestation dans Bienvenue chez les Ch'tis. Revoyez les deux films bout à bout, c'est assez étrange. Et puis alors une chose qui est... Puisque la manière dont sont déguisés et les personnages et les lieux, en même temps, c'est tellement gros que ça en devient transparent. Donc on voit bien qu'il s'agit d'Hénin Beaumont, de Marine Le Pen, il est même question du père, etc. Et
Et je me dis, il y a quelque chose de fait à ce compte-là, très à moitié, parce que c'était une ville où il y avait une opposition structurée, compromise dans des affaires politico-financières, comme on dit. Tout ça est passé à la trappe. Après tout, ce sont des choix, mais c'est comme si c'est un film qui simplifie tout, mais d'une manière... non, voilà, ces choses-là, on vit dans un système, tout le monde dit qu'il est anti-système, mais on vit bien dans un système, et tout système est complexe. Et là, c'est vraiment... Je me dis qu'un film comme ça néglige mon intelligence. Voilà, ce n'est pas ton sentiment, Francis, donc Je comprends évidemment tout ce que dit Roland. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il néglige ton intelligence. Moi, c'est vrai que je reconnais que ces plans du début, et c'est peut-être justement du fait de la force de ces premiers plans qui, eux, ne sont pas une narration de dramaturgie. C'est pas une narration de scénario, d'un seul coup, c'est une narration cinématographique. Absolument. Et d'un seul coup, c'est comme tout à l'heure, on parlait, les films n'ont aucun rapport, mais dans Split, moi je parlais ne pas avoir ressenti ce côté insidieux, comme ça, cette terreur insidieuse. Là, dans le film de Bellevaux, j'arrive à la ressentir. Alors peut-être que c'est plus proche de moi, je reconnaissais que le cinéma de Shyamalan, je le connais mal, je connais un petit peu mieux quand même celui de Bellevaux, et je trouve que c'est ce qu'il arrive à finalement me proposer avec le début du film, et que moi, en tant que spectateur, je garde à l'intérieur. Et après, voilà, je trouve que autant je peux comprendre effectivement ce que tu dis par rapport à Insidieux, et que finalement, c'est peut-être pas un serpent comme ça qui avance au sol dans le scénario, mais quelque chose de plus calibré, où oui, d'accord, chaque personnage secondaire va faire figure, va être une figure. Il y a cette copine qui, elle, dès le début, se distingue des personnages d'Émilie Dequesne et Anne-Marie Vin, parce que elle, justement, elle a des propos qui ne sont pas xénophobes, et donc évidemment l'amitié comme ça commence à s'effriter. Je trouve que quand même le film a par moment des petites choses qui lui permettent d'être plus insidieux. Alors peut-être que moi ça repose beaucoup sur une personne, un caractère, un comédien. Le choix d'André Dussolier, par exemple, je trouve que c'est un choix particulièrement, à mon sens, intelligent de la part de Bellevaux, parce que Dussolier, pour moi, c'est le comédien 100% Capital Sympathie. Et d'un seul coup, en faire... Qui excelle à jouer les salopards par ailleurs. Par ailleurs. Mais il a joué Staline de façon un tant soit peu convaincante. Hein. Il faut aimer Staline. Non, mais c'est un mot d'ordre. Non, ça n'est pas un mot d'ordre. Mot d'ordre sur Radio Libertaire. Il faut aimer Staline. Voilà, et je suis viré. Merci à tous. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il propose un personnage un acteur en tout cas pour moi, qui a un capital sympathie de 100%, et il lui propose justement d'être cette espèce d'éminence grise qui va venir lui insidieusement repérer les potentiels candidats et les potentiels à la marge. Et je trouve que voilà, il y a des petites choses intéressantes. Alors peut-être que si on faisait un bilan du film, il serait peut-être plus à la défaveur du film de Bellevaux que effectivement en sa faveur, et ça je veux bien l'admettre. Mais voilà les éléments pour lesquels effectivement j'ai envie de soutenir. C'est pas non plus c'est pas le film qui me renverse et qui va m'apprendre des choses nouvelles, mais en tout cas qui va provoquer chez moi cet intérêt que je lui porte, intérêt qui, alors là, ça n'a plus rien à voir de cinématographique, va être évidemment dédoublé par le fait de voir à quel point le Front National montre quand même un petit peu de sa bêtise en attaquant le film, alors que je finis même, et peut-être que je te rejoins, mais d'une manière contournée en disant ça, que à certains moments, je trouve que le film n'est même pas à charge. Il essaye d'avancer, de voir mais pourquoi on penserait ça, pourquoi on se laisserait aller appeler par ces sirènes complètement repoussantes que sont les sirènes du Front National. Et donc tout de suite dézinguer le film sans l'avoir vu montre que il se tire une balle dans le pied très facilement. Donc si jamais Bellevaux a réussi un truc, ce sera ça. Eh bien c'est donc rassurant. Au Front National, certains sont de parfaits idiots. Ça a quelque chose d'un petit peu rassurant. Certains seulement? Certains, tous, mais
inefficace politiquement parlant peut-être, hein, ce qui serait quand même fondamentalement rassurant. Je vous propose à présent qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve dans un instant. Marion Cotillard s'enthousiasmait Francis Gavel hors antenne. On va parler de Marion Cotillard. De retour donc sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez toujours Longtemps je me suis couché de bonne heure, 89.4 Thomas Fou au micro en compagnie de l'équipe des Fiches du cinéma. À l'instant, nous écoutions Tell Me What I Don't Know de Danny Brown. Son album Atrocity Exhibition est sorti il y a quelques mois et il vous est chaudement recommandé. Marion Cotillard donc notamment. Guillaume Canet a 43 ans, c'est à la fois un fait, vous pourrez en avoir le cœur net en consultant sa page Wikipédia et le postulat de départ de son 5e long métrage dans lequel il s'amuse à brouiller les pistes entre réalité et fiction, soit Guillaume Canet donc, en couple avec Marion Cotillard, comme dans la vraie vie, et qui un beau jour fait face à la crise de la quarantaine. A-t-il été supplanté par une nouvelle génération de comédiens? Qu'en est-il de son potentiel de séduction? Ou pour le dire crûment, est-il encore baisable et bankable? Est-il rock'n'roll en somme? Ça s'appelle donc Rock'n'Roll, c'est en salle depuis ce mercredi. Je précise que Kev Adams et Johnny Hallyday notamment y interprètent leur propre rôle. Je vous pose donc la question, faut-il avoir peur de Rock'n'Roll? Ou pour le dire autrement, et sans présumer de la qualité du film, Guillaume Canet vient-il de réaliser un objet filmique non identifié? Qui pour intervenir et ouvrir les hostilités? François peut-être? Que Roland a montré du doigt, ce n'est pas très poli de montrer les gens du doigt, Roland. À ta question, est-ce que c'est un objet filmique non identifié? Je réponds oui. Et c'est la raison principale qui fait que je l'aime en fait. Ça commence, on pourrait dire, enfin le film. Alors je sais pas jusqu'à quel point on a le droit ou pas, quels sont les codes du spoil éventuel. Bon, Francis a l'air de. Je pense qu'on peut aller relativement loin. La jambe, donc de toute façon. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui se scinde quand même assez clairement en deux parties, enfin à la fois temporellement et puis enfin vraiment, je pense moitié-moitié. Donc il fait 2 heures, donc c'est 1 heure, 1 heure. La première est assez classique, tout en étant tout à fait réussi dans son genre, mais qui est un genre pour le coup éclusé, quoi. C'est-à-dire vraiment les petites blagues de est-ce que j'arrive encore à plaire, j'arrive pas à plaire, je pète au lit, bon l'amour c'est un peu moins foufou qu'avant, bon les trucs voilà qu'on a pour le coup déjà vu et revu, mais dont on peut dire qu'ils sont correctement faits, voilà. Et puis d'un coup ça prend une dimension complètement dingue. Parce que Guillaume Canet se met à ce que la bande-annonce ménage bien comme suspense pour le coup et que je vais donc lever, c'est que Guillaume Canet se met à faire de la chirurgie esthétique voilà, pour améliorer son image, de botox notamment, de plus en plus spectaculaire. Voilà. Et en fait la deuxième partie devient un film complètement étrange, enfin dont j'arrive pas à dire grand chose, donc je vais passer la parole à mes camarades, mais qui en tout cas surprenant, enfin je trouve qui n'en finit pas de surprendre. Alors certains ont dit que du coup c'était un peu long, que c'était un peu que ça tirait un peu sur la corde, donc c'était peut-être maladroit. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a certaines maladresses, certaines longueurs, mais il y a quand même à chaque séquence on monte d'un cran dans quelque chose complètement délirant, et pour ça je trouve déjà qu'il faut tirer notre chapeau à Guillaume, puisqu'on peut l'appeler par son prénom maintenant. On peut l'appeler Guillaume ou comme l'appelle Johnny Hallyday, Jérôme. Bien là Jérôme. Gaël. Alors j'avais assez, enfin voilà, j'étais bien disposé pour pas l'aimer, enfin j'avais pas envie de l'aimer, enfin tu vois Guillaume Canet machin. Et qu'est-ce que t'as contre Guillaume Canet? T'as envie? Oui, parce que c'est sa tête, c'est tout, c'est comme, enfin il y a comme certaines, souvent c'est des actrices, mais là Guillaume Canet, t'as envie de pas aimer son film, ça paraît logique. Mais tu supportes Marion Cotillard en revanche? Oui. Ah voilà. Oui. Alors une interview tu la bafferais à coups de chaudron, mais comme actrice elle est super. Et alors, bon, donc j'ai pendant 20-25 minutes, j'ai vraiment tenu à pas rigoler, etc. Alors, c'est super mal filmé, ce qui est assez étonnant parce que Guillaume Canet, sans être un maestro, il faisait des trucs qui se tenaient. Là, c'est n'importe quoi. Ça peut être un technicien correct, oui. Ah oui, là, c'est n'importe quoi. Le montage ne va pas, le cadre ne va pas, le découpage des séquences, rien qui va. Bon, mais on pense savoir vers où se dirige le film, c'est-à-dire crise de la quarantaine, pétage de plomb et retour chez maman. Et ce qui est vraiment surprenant dans maman le film, chez Marion, c'est Marion Cotillard. Voilà. C'est que plutôt que de faire ça, ce qu'on attendrait d'un film français lambda, etc., puis même globalement, plutôt que qu'est-ce qu'un film français? Bon, pour revenir à la question on est tous d'accord. En début d'émission. Non, mais je plaisante. Il va, au contraire, il va passer la seconde dans le n'importe quoi.
Et il va dans le grotesque, dans l'excès, il va devenir carrément étrange. C'est-à-dire que le pathétique du monstrueux, j'aurais tendance à... J'ai l'impression que le film entretient une sorte d'appétit étonnant pour la monstruosité, pour leurs normes, pour le difforme. Et bizarrement, tu retrouves, alors toute proportion gardée, tu retrouves une veine un peu farrellienne, si tu veux, dans le fait que le monstre, effectivement, au début, tu te dis quel abruti, pourquoi il a fait ça, il s'est défiguré, qu'il est con. Et petit à petit, tu en viens à éprouver une réelle compassion pour le personnage. Et la fin du film qu'on va pas dévoiler est à rebours de ce qu'on pourrait penser. Évidemment, il faut. Mais en tout cas, c'est-à-dire le fait. Je raconte la fin du Shyamalan. Non. Le fait d'aller au bout de sa logique, c'est, j'allais dire admirable, c'est appréciable. Il va au bout de sa logique. C'est-à-dire plutôt que de dire fais un peu n'importe quoi, puis on revient, et puis je suis avec mes gosses, et puis je refais des films comme normal, etc. J'accepte mon âge. Non. C'est-à-dire, il va au bout de la logique. Et si il continuait, et si il s'enferrait, et si. Et on assiste à ça, effectivement, à partir de la scène avec Johnny, qui, moi j'aime beaucoup Johnny, déjà de base, mais là je trouve qu'il est absolument poilant. Il y a une autodérision qui fait vraiment sincère, parce qu'il fait vraiment genre le Johnny qui perd un peu la boule, qui est à côté de ses pantoufles, etc. Je trouve que la scène est vachement bien. Et à partir de là, voilà, Canet refuse de revenir à la raison, continue à insulter sa partenaire dans le film qu'il est en train de tourner, va vers un chirurgien esthétique, et ça part en sucette, mais de façon tellement excessive, on s'y attend vraiment pas. Donc honnêtement, moi, au bout d'un moment, je ne pouvais plus, j'étais obligé de rigoler. Enfin voilà, j'en suis navré. Donc je me suis marré à quand même plein de gags, et j'ai aimé la deuxième partie du film, et j'ai passé un très bon moment au final. Alors Roland, est-ce que le film de Guillaume Canet est un grand film malade ? Non, c'est un grand film maso. Ah. Mais alors pourquoi ? Moi, pour ma part, je n'ai eu aucun mal à ne pas rire. Hein. Je me suis pas forcé. J'en suis témoin. Je ne suis pas maso, justement. Donc, non, je n'ai eu aucune peine à trouver ça sans intérêt. Si ce n'est que, quand même, une petite chose qui a attiré mon attention, c'est que, vous l'avez plus ou moins laissé entendre, effectivement, le corps de Canet va se transformer sous l'effet de la chirurgie esthétique, de la musculation, du culturisme, etc. Mais dans la première partie, je pourrais dire que le monstre, c'est elle. C'est-à-dire que ce garçon rentre chez lui après sa journée de travail, de tournage, puisqu'ils jouent leur propre rôle, tout le monde joue son propre rôle, et à chaque fois, il tombe sur un monstre un peu différent. Alors, pendant 3 mois, elle répète pour un film canadien. Donc elle est censée tourner dans le prochain film de Xavier Dolan, donc elle a pris l'accent québécois pour l'occasion. Québécois, tu ne comprends rien. Et ensuite, il est question qu'elle joue la bègue, une bègue, etc. Donc, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas boiter la bègue ? Le premier freak de l'affaire, c'est Marion Cotillard. Après, évidemment, se pose de manière de plus en plus, comment dirais-je, de plus en plus grossière, et pour ne pas dire presque vulgaire, la question du vieillissement. Non seulement de la crise de la quarantaine, mais du vieillissement. Mais en réalité, c'est de le dire comme ça, c'est un peu inexact. C'est une crise du vieillissement de l'image, et pas du tout du vieillissement tel que François commence à se poser la question. Ou je ne me pose aucune question. Alors il faut vraiment arrêter de monter les gens des doigts. Moi-même, voilà, je pense que quand nous sommes traversés par ces questions de notre âge, des choses que nous pouvons réaliser de moins en moins facilement, etc., ces questions ne se matérialisent absolument pas de la manière dont c'est montré dans le film. Alors, tu as raison... Pardon, tu as raison Gaël, ça part absolument en sucette, il va au bout d'une logique narrative sans reculer, etc. Mais je trouve ça... Alors là, pour le coup, voilà un film qui, moi, m'ennuie, mais prodigieusement. Hein, vraiment, je ne sais pas de qui ça parle.
Voilà. Je ne sais pas de qui ça parle. Gaël, un dernier mot peut-être. Peut-être du Bibendum de Michelet. Voilà. De Michelin. Le pardon. Bibendum de Michelet, ça je l'ai pas lu. Oui, de Michelin, C'est de après La Michelin. Sorcière, c'est Michelin. moins connu, c'est une face B de Michelet. Ce que j'ai bien aimé, c'est retrouver effectivement cette sympathie pour les monstres, globalement, les difformes, les bizarres, puis pour ces monstres qu'on est tous un petit peu, etc., qu'on retrouve chez les Farrelly. Alors déjà, tu parles pour toi. Non, mais enfin bon. Je tairais certaines choses, mais bon. Et à la différence d'un autre versant de la comédie, par exemple, comme à Pato, où on est du côté de la normalité, et on montre du doigt les monstres, et C'est vrai. on est content, on est soulagé de pas Je être te comme ça. rejoins sur ce point. Et là, Canet vraiment prend le parti des frics. C'est bon, ça c'est touchant. Très honnêtement. Il y a une chanson de Miss Rousseau à la fin, vraiment, alors qu'il est dans un état pas possible et tout. Honnêtement, moi j'étais ému. Dans un film qui est filmé avec les pieds, comme c'est pas permis. Et j'étais ému à la fin. Moi aussi, j'étais. En plus, il y a une J'ai chose. presque versé une larme. Pardon. Excusez-moi, il y a quelque chose aussi qui moi je sais pas, m'interroge, comme on dit bêtement aujourd'hui. C'est le côté extraordinairement clanique du film. C'est-à-dire que parfois, quand on pense au cinéma, il peut nous arriver de penser à des familles de cinéma, mais à des familles d'élection, des familles adoptives. Là, ça se constitue, à mes yeux, jamais comme ça. C'est juste des réseaux de copinage, dans la manière dont tous ces gens jouent leur propre rôle, hein, puisqu'il y a Yvan Attal, etc., dans leur propre rôle. Ça fait... il y a un côté... Entre bande soi. de potes, Oui. entre soi, voilà, avec des... Non, moi, ouais, pour moi, c'est vraiment... Marguerite Duras, parfois, parlait d'un livre en disant « c'est un livre de moins ». Eh bien là, c'est un film de moins. Eh bien, à vous de vous faire votre propre idée en salle, puisque le film est d'ores et déjà sur les écrans depuis ce mercredi. Messieurs, je tiens à vous remercier pour la qualité, l'engagement des débats. Ce soir, vous avez été, une fois encore, merveilleux. Francis, j'ai envie de te rendre la parole.